Bon, bonjour. Je peux aller. Donc, je m'appelle Stéphane Canu. Donc, je suis professeur à l'INSA de Rouen, une école d'ingénieurs qui est juste de l'autre côté de la route. Et donc, je n'enseigne pas l'informatique, je n'enseigne pas les mathématiques, je n'enseigne pas les statistiques, mais sans doute quelque chose qui est au milieu de tout ça. Donc, je vais vous parler de la théorie de statistique de l'apprentissage. Donc, j'ai le plaisir d'enseigner et dans lequel je fais aussi ma recherche. Donc, ma recherche, c'est ce que j'avais présenté un petit peu. Donc, ma recherche, ça ressemble à ça. Donc, je me suis dit, bon, voilà, c'est bien, mais peut-être que pour Codeur en scène, il faut que je fasse des choses un peu plus, comment dirais-je. Donc ça, je peux l'infliger à mes étudiants, il n'y a pas de problème. Mais bon, pour Codeur en scène, je vais faire des choses un peu plus Codeur en scène, on va dire. Hein. Alors, même si... donc, j'ai vu les présentations ce matin de Bunker, là, ils ont des... c'est quand même très, très joli. Donc, j'ai un peu honte, je suis loin d'avoir atteint ce niveau d'esthétisme. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça commence, ça commence. Ils ont raté les maths, c'est con. Voilà. Donc, bienvenue donc, sur cet exposé. Donc, je fais 4 parties. Je vais essayer de donner quelques définitions vite fait. Ensuite, essayer de présenter 2 exemples. Alors, réfléchissez à mes exemples. Je dis, ils ne sont pas super, en fait, super apprentissage, quoique. Mais bon, on peut en tirer des leçons. Donc, tant qu'à discuter, autant que tirer quelques leçons. Bon, après, j'essaierai de présenter quelques méthodes en 10 minutes. Donc, on va entendre parler de noms, voir un peu comment ça se goupille. Et puis, quelques outils, pareil, en un peu de temps, quelques idées. Bon, ce qui est important, c'est de savoir d'où on parle. Hein. Moi, je suis un gars qui code uniquement en MATLAB, qui est un langage un peu spécial. Je pense qu'on ne peut même pas dire que c'est du codage. Encore que. Bon. Voilà. Bien, bon, attachez votre ceinture. C'est parti, mon kiki. On y va. Qu'est-ce que l'apprentissage? Donc, pour ceux qui connaissent des enfants ou qui ont été enfants, ils ont appris. Parce que les enfants, ils apprennent très, très bien, parce qu'ils ont envie d'apprendre. Donc, ils apprennent à marcher en 1 an. Il faut quand même 1 an d'apprendre à marcher correctement. Donc, aujourd'hui, on fait des machines qui arrivent à peu près à marcher. Ça marche. Donc, on apprend à parler. Un enfant, il va apprendre à parler en 2 ans. Donc, aujourd'hui, faire des machines qui parlent, surtout des machines qui comprennent ce qu'on leur dit, on commence à en avoir. On commence à avoir des machines qui font tout ça. Et puis, le reste du temps, on apprend à raisonner. Donc, on apprend à raisonner pour reconnaître des choses. Donc, pour illustrer cette reconnaissance, j'ai un petit quiz pour vous. Donc, est-ce que vous reconnaissez? Voilà, donc... alors, voilà, quand on dit, tiens, ça c'est les Dalton et Lucky Luke, ça va tout de suite beaucoup mieux. Parce que du coup, on infère. Hein. Ah bah, Astérix Obélix, voilà. Hein. Ah bah, Donald, puis les neveux, hein. Forcément. Donc en haut, pour les Simpsons et les Tortues Ninja, puis après, les Schtroumpfs. Pour les Schtroumpfs de Bunker, il y a les Schtroumpfs ici de Lego. South Park, merci. Et puis Sesame Street, bon, voilà, faut avoir vu Sesame Street pour les reconnaître. Voilà. Donc en fait, ce qui est incroyable, c'est que nous, on est capable de reconnaître ces choses qui exigent qu'on soit peut-être français pour reconnaître Astérix et puis Lucky Luke, qu'on ait été enfant, qu'on ait vu ces codes couleurs et qu'on les reconnaisse. Donc d'ici à faire des machines qui soient capables de même genre de performance, bon, ça va être compliqué, on n'y est pas. Hein. Mais c'est le but de ce qu'on essaie de faire avec l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? Donc c'est une chose qui est née avec l'informatique en quelque sorte. C'est la capacité de donner aux machines la possibilité d'améliorer, de s'améliorer au cours du temps. Donc, je vais donner 2 définitions parce que, en fait, moi, celle qui m'intéresse, c'est cette reformulation où on essaie de formaliser les choses et on dit, voilà un programme, alors il lui donne un nom, computer program. On dit qu'il va apprendre à partir de l'expérience pour une certaine tâche si ses performances dans cette tâche, mesurées par une mesure de performance, s'améliorent avec l'expérience. Donc l'expérience, mesure de performance et les tâches. Alors les tâches qui étaient visées rapidement, on peut revenir donc sur
l'expérience, les performances et les tâches. Donc l'expérience, c'est les données, ce qui vont nous donner les problèmes de statistiques, ce qui fait qu'on a les problèmes de stats. On veut améliorer les performances, donc on va parler d'optimisation. Donc il va falloir faire de l'optimisation et des stats, mais aussi à résoudre des tâches, donc il y a une certaine utilité. Et l'histoire de l'apprentissage commence par ces tâches, puisque en fait, dans les années 60, les gens ont dit, bah voilà, l'informatique c'est génial, et grâce à l'intelligence artificielle, on va réussir à résoudre des problèmes compliqués, notamment la traduction automatique, qui dans les années 60 motivait énormément les gens, puisque l'idée c'était de savoir traduire automatiquement du russe en américain pour savoir ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer. Mais, donc ça c'était le gros truc, mais aussi on pourrait apprendre à jouer aux échecs très rapidement, et puis on arrivera à faire ce que l'homme fait, en fait, donc on prévoyait qu'on arriverait à faire une machine intelligente assez rapidement. Bon, tout ça, c'est compliqué, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, on le verra, mais des applications aujourd'hui, ben, il y en a plein, hein, puisque en fait on a, sur nos smartphones, on reconnaît les caractères, on peut écrire, c'est transformé, c'est reconnu. On a des algorithmes de traitement d'image, là sur Facebook, vous mettez votre image, on reconnaît où est votre visage, et on va pouvoir, vous allez pouvoir le taguer, reconnaître, on a appris à reconnaître des visages. Donc la parole, on reconnaît la parole, aujourd'hui vous pouvez parler Google, dis-moi ça, hop, Google essaie de reconnaître ce que vous dites, et tout ça c'est programmé par l'exemple. Alors, des machines qui apprennent à jouer, bah, les machines elles ont battu, donc à la fin du siècle dernier, on a commencé à battre des hommes aux échecs, et il restait le Go, le jeu qui résistait. Et en fait, récemment, donc un joueur automatique, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un Français, c'est un Lillois, donc qui est là-haut, qui a réussi à battre des grands maîtres internationaux au jeu de Go. Donc Crazy Stone, le programme. Donc là, après, on commence à travailler, alors c'est plus futuriste, sur des interfaces cerveau-machine. Ici, c'est mon copain, donc Alain Rakotomamonji, qui est prof ici à l'université, qui travaille sur ces interfaces. Et jusqu'à la Google Car, la voiture qui conduit automatiquement. Donc aujourd'hui, avec le Grand Challenge, il y a des voitures qui ont démontré qu'elles étaient capables de bouger, de se conduire automatiquement, donc dans le désert, 40 km/h de moyenne, ou même en ville. Donc c'est faisable, la technique est là, grâce à des techniques d'apprentissage. Donc toutes ces tâches, on peut les faire parce qu'on utilise des données. Donc l'expérience, c'est des données. Donc les données, donc la tarte à la crème, c'est quand il y en a plein. Donc il y en a plein parce que on a de plus en plus de capteurs, il y a toutes les données texte qui traînent sur Internet. Donc j'ai un collègue, Léon Botou, qui a dit bah, « Tiens, je vais récupérer tous les livres de Google pour essayer de faire un système qui va les intégrer et les traduire. » Donc il a pu récupérer énormément de texte. Donc la parole aussi, les images, des vidéos, donc des réseaux. Donc nos réseaux sociaux, on est amis de amis, on fait un graphe, ou le graphe du web. Donc toutes ces informations sont disponibles. On peut suivre aussi des jeux, des gens qui vont jouer, qui vont faire une séquence d'interaction avec un jeu ou avec une machine, regarder dans le temps comment je vais interagir. Et donc, parmi mes interactions, je vais avoir des flots d'informations. Donc, si j'interagis avec la machine, je peux avoir mes weblogs ou l'ensemble des actions que j'ai faites sur les machines, du trafic, des tickets de caisse pour faire du marketing. En fait, toutes ces informations, elles sont disponibles. Et même dans certains cas, je peux avoir des étiquettes, de l'information d'évaluation, de savoir qu'est-ce que c'est que ce que j'ai vu. Donc, savoir qu'une personne, bah, c'est Obama, ou c'est un caractère, c'est un O, un 0 ou un 1. Donc, c'est des étiquettes qui vont nous permettre d'évaluer les choses. Ou quand on joue un jeu, par exemple, bah, ou quand on fait des interactions avec l'ordinateur, on est content, ça a marché. Donc, on a une étiquette, une récompense positive. Ou on n'est pas content, on a perdu. Alors là, on a une récompense négative. Donc le principe, les questions d'apprentissage, c'est comment utiliser cette information, cette étiquette, pour aller améliorer l'ensemble des services qu'on vous a rendus. Donc quand on joue, c'est pour gagner plus la prochaine fois. Quand on a interagi avec une machine, c'est pour que l'interaction soit plus favorable. Donc la tarte à la crème, c'est dire que ces données, bah, c'est des mégadonnées, parce qu'en fait, elles sont extrêmement volumineuses, il y en a plein, elles vont très vite, si elles sont données par des flots, elles sont variables. Il y a une grande variabilité parce qu'entre un capteur qui va me donner la pollution, une image qui montre le trafic, de la circulation, du son qui va enregistrer des bruits, je ne sais pas quoi, dans la rue, ben voilà, j'ai des informations de nature complètement différente, mais qui parlent de la même chose que je voudrais réconcilier pour pouvoir apprendre de ces informations, quelle est la situation, qu'est-ce qui se passe en fait. Donc les données, elles arrivent aussi maintenant sans qu'on ait vraiment besoin de les connecter. Hein. Quand on a un système, ben on interagit, il y a les flots d'informations, ils circulent dans tous les sens. Alors ces données, donc j'en parlerai pas, mais c'est super important d'arriver à les pré-traiter correctement, parce qu'en fait elles ne sont pas uniformisées, il y a des données manquantes, il y a
tout un tas de pré-traitements pour arriver aux belles maths que je vous ai montrées au début. Il y a tout un travail qui est extrêmement compliqué pour arriver à travailler sur ces données, à les normaliser. Donc, les problèmes de représentation, de la donnée brute à la donnée utilisable pour l'apprentissage, il y a énormément de travail, énormément d'efforts. Je ne sais pas, je disais quelque part, il disait 80% du temps de développement d'applications d'apprentissage, c'est sur ce travail de la donnée pure, de prendre la donnée et de l'arriver à une donnée qui soit assimilable par ces algorithmes. Voilà, ça c'est une vraie difficulté sur laquelle je ne travaille pas, c'est des difficultés pratiques. Donc toutes ces données, il faut aussi des mesures de performance, mais regardons ce qu'elles sont. Ces mesures de performance, elles vont dépendre de la nature de la tâche qu'on a à faire. Donc alors, ça nous permet de structurer un peu les différentes méthodes d'apprentissage. On va parler d'apprentissage non supervisé, une technique de clustering, quand on n'a pas d'information d'étiquette a priori. Alors l'application typique, c'est sur mes tickets de caisse, par exemple. Quand je prends plein de tickets de caisse, ce que je voudrais faire, c'est des groupes de tickets de caisse homogènes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. À partir d'un ensemble d'informations, faire des groupes où on va reconnaître telle et telle classe, ou parmi vous, par exemple, quels sont les étudiants, quels sont les développeurs, quels sont les startups, faire des groupes de gens homogènes. Donc à ce moment-là, mon critère, c'est l'homogénéité des groupes. Je veux des groupes qui soient homogènes entre eux et dissemblables, que des groupes qui soient bien séparés. Donc ça va être la mesure de performance. Ensuite, on a les problèmes de classification supervisée. Donc supervisée, c'est quand j'ai une étiquette. Si je veux reconnaître, quand on écrit un 0, je vais apprendre avec des exemples de 0 en sachant que ce sont des zéros. Donc ils ont des étiquettes et j'associe à l'image du petit rond l'étiquette 0. Et donc, une fois que je rentre une image, soit j'ai reconnu 0, je suis content, j'ai gagné, erreur 0, ou alors ce n'est pas un 0, je me suis trompé, erreur 1. Donc je compte mon nombre d'erreurs, et dans ce cas-là, ce qui va compter, c'est le nombre d'erreurs, et je veux faire des systèmes qui vont faire le moins possible de nombre d'erreurs. Et ça, c'est la mesure de performance. Donc je peux avoir 2 classes ou plusieurs classes. En revanche, il y a un cas limite de ce genre, c'est de ce genre de problème. C'est le problème de ce que j'appelle des détections. Des détections, quand vous avez un système qui va surveiller un environnement, la plupart du temps, ce qu'il mesure, c'est des situations normales. Donc en fait, l'étiquette, c'est normal, c'est toujours normal. Et exceptionnellement, il va se passer quelque chose d'anormal. Mais en fait, il y a une grande dissemblance entre le nombre de cas favorables qui est énorme et le nombre de cas défavorables qui est tout petit. Et donc, si on compte juste le nombre d'erreurs, on va toujours prévoir que tout va bien. On se trompera peu de fois uniquement sur les cas où ça va mal. Mais les cas où ça va mal, c'est justement ceux qui nous intéressent. Ce qu'on veut, c'est détecter le cas où ça va mal. Donc, il va falloir réduire le nombre de non-détections. C'est ça qui va nous intéresser. On veut détecter le nombre de cas où ça va mal sans avoir trop de fausses alarmes. Donc, on va être amené à faire des compromis et en fait à modéliser derrière les probabilités qui sont sous-jacentes à la manière dont les données ont été généralisées et en fonction de l'application, s'intéresser à tel et tel critère qui va prendre en compte ces choses de manière plus précise. Voilà. Alors, les problèmes de classification, il y a aussi des problèmes d'ordonnancement. Si mon but, c'est de vous faire acheter tel ou tel produit, ce que je veux connaître, c'est quels sont les produits qui vous intéressent le plus. Et donc, ce que je veux faire, c'est pour vous aller ordonner les produits en termes de vos préférences. Et ces ordonner, c'est avoir un ordonnancement. Et donc, l'erreur, ce n'est pas se tromper sur le produit, c'est se tromper sur l'ordre dans lequel je vais donner vos préférences sur les produits. Donc ça, c'est vraiment d'autres questions, c'est des questions d'ordonnancement. Alors après, il y a d'autres problèmes, c'est les problèmes de régression. C'est quand les variables à prévoir sont des quantités. Je cherche à prévoir, par exemple, la température de demain. À ce moment-là, l'erreur, c'est typiquement une erreur quadratique. Je vais prendre entre la température que j'ai prévue et ce que j'observe, je fais la différence, je mets au carré pour me punir moi-même des grosses erreurs, et je vais minimiser ce critère, c'est le critère que je vais utiliser. Donc c'est un critère qu'on adore, parce qu'il est simple, il calcule bien, il est associé à des bonnes probabilités, il a des bonnes propriétés. En fait, les statisticiens l'ont utilisé pour toutes ces raisons, parce qu'il est facile. Bon, peut-être qu'il n'est pas bien représentatif de la tâche qu'on cherche à faire. En fait, en fonction de la tâche, il faut définir le critère qui va bien. Alors, d'autres activités, si on joue et qu'on veut apprendre à jouer, à ce moment-là, la mesure de qualité, c'est en gros ma probabilité de gagner. Donc voilà ce qu'il faudrait que j'arrive à mesurer et que j'arrive à maximiser en l'occurrence. Je cherche à construire un système qui va me donner la récompense maximale, donc qui va maximiser ma probabilité de gagner. C'est ce qu'il va falloir estimer et calculer. Voilà, donc d'autres tâches, en fait, quand on cherche à apprendre, des fois on cherche à apprendre pour pouvoir bien expliquer les choses. Donc
Là, j'ai parlé plutôt de bien prédire des choses, bien expliquer les choses, c'est difficile, parce que la mesure, c'est la qualité du résumé. Et donc, évaluer une qualité de résumé, c'est une chose qualitative qui est très difficile, qui est liée en fait à l'utilisateur. Voilà, donc j'ai tracé un petit panorama des différentes méthodes en donnant des exemples et les critères associés, mais quand on parle d'apprentissage, il y a bien d'autres apprentissages, du semi-supervisé, transductif, séquentiel, actif et blablabla. On va encore trouver plein de choses. Mais une chose importante avec ces critères, c'est que si on a des données et un critère, en fait, ce qu'on veut faire, en fait, c'est minimiser, effectivement, ou maximiser le critère, avoir le meilleur résultat du critère, mais non pas sur les données dont on dispose, mais sur les données futures, celles qu'on n'a pas. Et donc là, il y a toujours un malentendu dans les données, puisqu'en fait, on utilise un certain nombre de données pour apprendre un système, pour apprendre, pour être intelligent, mais en fait, la plupart du temps, une fois qu'on a construit le système, on va le mettre à disposition d'utilisateurs qui vont l'utiliser dans de nouveaux cas qu'on ne connaît pas. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est un système qui va marcher bien sur les cas qu'on n'a pas vus. Donc, cette propriété, cette faculté s'appelle la généralisation. Et l'écart entre ce qu'on a et ce qu'on veut, l'apprentissage sur nos données, et les bonnes performances en généralisation sur le futur, c'est un problème théorique extrêmement difficile qu'on ne sait pas bien résoudre aujourd'hui, qui fait toute la difficulté de l'apprentissage. Parce que si on n'arrive pas à faire des systèmes qui apprennent bien aujourd'hui, c'est qu'apprendre, c'est extrêmement difficile. Donc en fait, l'approche scientifique de l'apprentissage a été réduire le problème, en essayer de trouver des problèmes analogues mais plus simples, résoudre ces problèmes, en comprendre les difficultés et arriver à inférer des systèmes de plus en plus complexes. Donc aujourd'hui, on arrive à résoudre des sous-problèmes simples, mais la véritable nature de l'apprentissage et les difficultés reste encore un mystère aujourd'hui. Alors, donc j'ai essayé de définir un petit peu l'apprentissage avec les données, les tâches, les mesures de performance, mais donc comment ça marche à l'intérieur. Donc pour voir comment ça marche à l'intérieur, je me suis dit, prenons deux exemples. Et donc les deux exemples que j'ai pris, c'est l'exemple de Google, pas purement un système d'apprentissage, mais qui utilise les données pour travailler. C'est intéressant de voir comment ils font et comment le problème a été résolu. Et l'autre exemple, c'est l'exemple des systèmes de recommandation. Donc, retournons à Google, voir comment ça s'est passé. Donc, retournons un petit peu en arrière, 20 ans en arrière. Il y a 20 ans, un des premiers systèmes, donc le web commençait à bien fonctionner, ça marchait bien, et on essayait de savoir comment arriver à retrouver correctement de l'information sur le web. Et une des premières solutions a été proposée par les fondateurs de Yahoo, qui étaient des gars qui s'intéressaient, si je me souviens bien, au basket, et qui voulaient faire un index. Et en fait, ils ont commencé à faire un index avec leurs petites mains. Et ils ont pris en se disant, qu'est-ce que c'est que le monde? Le monde, il y a de l'information sur l'information. Un peu comme les news qu'il y avait à l'époque, et ils ont essayé de refaire une structuration de l'information sur Internet à la main, de faire une ontologie, une description du domaine à la main. Et donc, ça a eu un vrai succès. Au début, les gens ils disaient, c'est super, on cherche de l'information, on n'a qu'à regarder où est notre information, on suit cette ontologie, on va retrouver ce qui nous intéresse. Mais en fait, on ne retrouvait pas bien. Et donc, très rapidement, d'autres gars, ils ont créé une boîte qui s'appelait à l'époque Excite. Ils ont dit, à la main, tout ça, on ne peut pas bien faire. Ce qu'il faut, c'est aller chercher les sites web et par rapport à certains mots-clés qui nous intéressent, retrouver des sites web dans lesquels il y a des mots-clés qui nous intéressent. Donc nous, on va interroger le moteur à travers des mots-clés et on va rechercher les pages qui ont les mots-clés qui nous intéressent. Donc en fait, on essaie de faire une ontologie à la main, puis après on essaie d'associer des mots-clés. Donc ils ont essayé de faire ce genre de choses, donc ça marchouillait. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce genre de moteur rendait plein de solutions, mais en fait, donc je me souviens à l'époque, voilà, après j'utilisais un metacrawler qui les mettait tout ensemble, et en fait on parcourait toutes ces solutions, et il fallait faire 3-4 pages, puis essayer de réfléchir en disant est-ce que ce site il est bien? Non, pour trouver le bon site en fait. Et donc en fait on avait plein de solutions dans lesquelles il y avait peut-être l'information qui était utile, mais on ne savait pas la hiérarchiser précisément, on n'avait pas de bonne manière de hiérarchiser ces informations, de dire quelle était la plus pertinente ou pas. Et c'est là que Google est arrivé, sans se presser, le beau Google. Et qu'est-ce qu'il a dit Google? Et il a dit, voilà, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un modèle statistique de la pertinence d'une page ou de l'intérêt qu'on peut avoir à une page. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, faisons des probas. Une page est bonne quand, si je me promène de manière aléatoire sur le web, la probabilité que j'arrive à cette page soit importante. Ça, c'est génial. Et donc, avec leur idée géniale, ils ont été voir Excite en leur disant « Regardez, on a une idée géniale, on va faire des probas et tout. » Ils ont dit « Non, mais ça ne va pas. »
Et Excite, ils n'ont absolument pas voulu acheter Google. En fait, Google a réussi à convaincre personne que leur idée était géniale. Donc, en fait, comme ils ont réussi à vendre à personne, ben, ils ont fait eux-mêmes leur propre boîte et ils ont développé leur propre modèle. Et donc, on connaît la suite de l'histoire. Avec ça, ils ont tout tué. Alors, petit point commun entre les trois boîtes, Yahoo, Excite et Google. Donc, toutes les trois ont essayé de faire des moteurs de recherche. Donc, il y en a deux encore vivantes, une qui est morte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un des points communs, c'est Stanford, c'est que ces boîtes ont toutes été créées par des étudiants qui sont sortis de Stanford. Et en fait, qui étaient encore étudiants quand ils ont créé leur boîte à l'intérieur de Stanford. Donc, en fait, il y avait une interaction très forte entre la Silicon Valley, l'innovation et l'université qui favorisait l'innovation. Donc pour Excite, je n'ai pas vérifié, mais Yahoo et Google, c'était des étudiants en thèse aussi, qui étaient en train de faire leur thèse. Et donc je sais que les étudiants de Google, ils n'ont pas fini la thèse. Ils ont créé la boîte. Ils ont plein de sous maintenant pour faire tout ça. Alors, juste un petit peu de formalisme de tout ça pour essayer de réexpliquer un petit peu comment ça marche. Donc en fait, le web, c'est l'ensemble de pages. Donc les liens, c'est des flèches qui indiquent, qui pointent vers une autre page. Et donc, on va représenter en fait l'ensemble des liens de ces pages par une matrice, ici, qui est la matrice de connexion. Donc, s'il y a 0, c'est que les deux pages ne sont pas connectées. Et quand il y a un petit chiffre, là, 1/3 ou 1/2, c'est que les pages sont connectées. Donc, en fait, si on reprend la page 1, donc, qui représente la première colonne de la matrice, il y a deux pages qui vont pointer vers elle. Elle pointe vers deux pages, elle pointe vers la 2 et la 3. Donc, en fait, comme elle a 3 liens partants, si on part d'elle, on a une chance sur 3 d'aller dans les pages. Et on a 1/3 de chance d'aller dans la 2. Donc, en fait, on va vers 2 avec 1/3. Et on a 2 chances sur 3 d'aller à la 3. Donc, on va vers la 3 avec probabilité 2/3. Donc, voilà comment ça se goupille. On va juste compter le nombre de liens, on divise par le nombre de liens, on crée une grosse matrice. Et on va essayer, à partir de cette matrice, mesurer la probabilité de visiter la page. Et donc, Y, ici, la grosse matrice, c'est la probabilité d'aller de la page J vers la page I. C'est ce qu'on appelle la matrice des transitions, la probabilité de transition. Et donc, il y a des grosses maths derrière. Donc, le modèle, je me suis dit qu'on pouvait l'expliquer quand même, hein. C'est la probabilité de visiter une page. C'est quoi? C'est la probabilité de visiter toutes les pages qui pointent vers cette page, multipliée par la probabilité de transiter vers la page vers l'autre. Voilà, c'est tout simple, en fait, l'écriture des choses. Plus du bruit. Il y a un petit bruit. Donc, moi, je dis le modèle, c'est un peu la partie la plus simple. Ce qui est plus compliqué, c'est une fois qu'on a écrit ça, ben, on est bien content, mais ce qu'on veut, c'est connaître P, là, ce vecteur de probabilité, c'est lui qui nous intéresse, parce que c'est lui qui va nous donner la qualité de la page. Et donc là, c'est un peu plus pénible, puisqu'en fait, les maths disent que la matrice multipliée par P va nous donner P, donc une petite matrice qui est déjà un peu travaillée à partir de la matrice initiale. Tout ça, c'est très bien. Mais là où ça pique, c'est que ce problème-là, c'est ce qu'on appelle un problème de valeur propre. Et que là, il faut aller dans la PAC pour arriver à résoudre ce problème, ça devient compliqué. Et donc, vous voyez, on a tout un travail de modélisation qui va nous faire aller jusqu'à la fin à la PAC, aux algorithmes de calcul qui vont nous permettre de résoudre ce problème pour arriver à résoudre tout ça. Et c'est ça, je veux dire, quand les gens de Google sont arrivés à Excite en leur disant bah, « Attendez, votre problème, on va le résoudre avec une valeur propre », les autres, ils ont dit « Mais ils sont fous, ces Romains, allez-y, quoi, c'est pas possible ». Mais c'était bien la solution du problème. Voilà, donc, bon, ce qui est marrant avec Google, c'est que c'est en gros l'arrivée des big data ou des mégadonnées, c'est eux qui ont commencé, puisqu'en fait, ils ont traité massivement les données du net. Donc, les innovations, elles sont liées aussi de partenariats. J'ai montré le lien fort entre Stanford et ces problèmes. Donc, ces partenariats, il faut les renforcer, c'est très important. Pour résoudre ces problèmes, bah, il faut faire des maths. Il y a un moment, il faut aller dans le dur et arriver à résoudre correctement. Et se poser les vraies questions, les vrais problèmes. Donc, quelle est la vraie chose qu'on cherche à faire? Et souvent, les gens de Google disent, bah, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le moteur de recherche. Ce qu'on veut, c'est organiser l'information au niveau mondial. C'est, en gros, avoir une ambition supérieure, en fait, dans la définition des problèmes. Et ce qui était intéressant aussi dans l'histoire de Google, c'est le temps entre l'innovation, ce qu'ils ont fait, et le temps où ils ont récolté des sous avec. Et en fait, ils ont mis beaucoup de temps à comprendre comment ils pourraient récolter des sous. Et en fait, la valeur ajoutée, ce qui permet d'avoir des sous dans Google, c'est la requête, c'est ce que nous, on tape. En fait, c'est nous qui créons les sous. Parce qu'à partir de cette requête, eh bien, on donne de l'information à Google de ce qu'on cherche, ce qu'on veut. Donc, en fait, la première idée de Google, c'est de se dire, ah bah, si on cherche des voitures, je vais faire plutôt de la pub dans la voiture. C'est-à-dire, au lieu d'afficher une pub
hors contexte, de contextualiser la pub. Et la première idée, c'est contextualiser en fonction de la requête que vous faites. Mais rapidement, ils se sont aperçus que derrière les requêtes, il y avait beaucoup plus de choses. Il y avait votre historique et on pouvait essayer de profiler et de faire des choses, de vous recommander des choses de plus en plus ciblées. Et donc ça nous amène au deuxième problème, qui est le problème aujourd'hui dit de recommandation. Donc la recommandation, qu'est-ce que c'est? La recommandation, c'est une chose qu'on voit aussi sur les sites web tous les jours. Donc j'ai donné deux exemples de recommandations, l'exemple de Amazon et ici l'exemple de Sarenza.com. Donc, alors Amazon, moi c'est une recommandation que je trouve assez intéressante. Je commande des bouquins de temps en temps pour le boulot. Et c'est vrai que ce qu'ils me recommandent, c'est souvent assez intéressant. Donc Amazon a fait de la recommandation son cheval de bataille, et j'avais lu qu'ils estimaient que près d'un tiers de leur chiffre d'affaires était lié à la recommandation. Alors en revanche, donc Sarenza.com, il m'arrive de prêter ma machine à ma famille, à ma fille, et donc quand je retrouve ma machine, et ben voilà, elle me suggère d'acheter des chaussures. J'aime ma fille, mais bon, quelques limites quand même à tout ça. Donc, en fait, la recommandation, ça peut marcher très bien, et ça peut aussi être complètement contre-productif aujourd'hui. Ce n'est pas du tout adapté à ce que j'ai besoin. En revanche, moi, mes besoins de recommandation, ils sont continus. Parce que, voilà, moi, je ne suis pas expert en téléphone, je ne suis pas expert en voiture. Si je veux acheter un téléphone portable aujourd'hui, comment je fais si je ne suis pas expert? Je rêve pouvoir téléphoner à un copain, qui soit lui l'expert, qui me connaisse et qui me dise, bon, écoute, voilà, les téléphones, c'est ça, et toi, je te connais, alors comme voilà celui qu'il faut pour toi. Super, mon problème est résolu. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Bon, pour les voitures, je téléphone à mon beau-frère, il est assez calé, ça marche bien. Donc aujourd'hui, bon, cela dit, il y a des systèmes qui existent, et donc ce qui est intéressant aussi de voir, c'est par rapport à ces systèmes de recommandation, quelle technologie utiliser. Et donc, l'histoire qui s'est passée pour la recherche d'informations, c'est aussi passé pour les systèmes de recommandation. Donc là, c'était il y a 10 ans, donc en 2006-2007. Tout le monde disait, voilà, moi j'ai la solution idéale pour résoudre les problèmes de recommandation, mais on ne savait pas lesquels étaient le mieux. Et donc, monsieur Netflix qui est intervenu sur le marché en essayant de régler le problème une bonne fois pour toutes. Alors Netflix, c'est une société, on la connaît aujourd'hui. À l'époque, ils faisaient de la location de cassettes vidéo. Et donc, quand vous louiez une cassette, vous la receviez chez vous, vous voyez le film, et vous renvoyez en fait la cassette à Netflix, et sur l'enveloppe, vous pouviez marquer 1, ce film, j'ai vraiment pas aimé, ou 5, j'ai adoré ce film. Et en fait, eux, ils recevaient l'enveloppe, et ils notaient, vous aimez tel ou tel film. Question, à partir de ce que vous avez aimé et pas aimé, est-ce que je suis capable de vous recommander des films qui vous plairaient? Donc en fait, ils ont construit un moteur maison qui s'appelait Cinematch, et ils ont proposé une compétition pour voir quelle était la meilleure technique, et ils ont donné les règles du jeu. Au premier qui améliore de 10% les résultats du moteur maison Cinematch, 1 million de dollars. Donc ça rigolait pas, hein. Donc c'est le jeu à 1 million de dollars. Et donc, pour que les choses soient claires, ils ont donné un vrai problème, puisqu'en fait, il y avait 450 000 spectateurs qui ont noté 17 000 films. Donc ça fait quand même un beau volume de données. Donc, il y avait 100 millions d'évaluations de notes de 1 à 5, et donc le taux de remplissage de la matrice, c'est 1,3%. Donc c'est une grosse matrice, mais essentiellement, il n'y a que des zéros dedans, pas grand-chose. Et ils ont, parmi les 100 millions, ils ont caché 3 millions de notes qui étaient les plus récentes, et c'est là-dessus qu'on vous évalue, évidemment, on vous évalue sur des trucs que vous ne connaissez pas. Donc ce truc a fait un tabac, tout le monde y est allé à fond, pour essayer de résoudre le problème et gagner le million de dollars. Donc on est en 2007, donc il a fallu 2 ans pour qu'effectivement une première équipe arrive à dépasser les 10%, puisqu'on était 10,05. Et donc voilà, là j'ai mis l'évolution de ce qui s'appelait le leaderboard, où on voit les performances des meilleurs algorithmes au cours du temps. Donc ça c'est le début du challenge, 2006, donc ça c'est sur 1 an à peu près de challenge. Donc en haut il y a les 10%, on n'y était pas à l'époque. Alors ce qui est assez intéressant, on voit dans les progressions, c'est que les progressions se font par à-coup. Parce qu'en fait il y a des nouvelles technos qui arrivent et donc qui permettent d'améliorer en fait les choses sensiblement et de voir comment les choses se sont passées. Donc il y a différentes équipes. Donc après, les équipes se sont fusionnées pour essayer, parce qu'un million de dollars, quand même, ça motivait les gens. Voilà. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une technique qui a émergé comme étant la technique pour résoudre ce genre de problème, c'est les méthodes de factorisation. Donc on va revenir un petit peu. Mais tout seul, la méthode de factorisation permet de gagner en gros 4%. Donc ici, je montre, en fonction d'une variable qui s'appelle le nombre de paramètres, la taille du modèle en quelque sorte, l'évolution du score.
Donc en haut, on n'était pas bon, on était à 0,91. Donc le score de début, c'est 0,95, on est tout en haut là de l'écran. Donc après, on est la courbe rouge, et plus ça va dans le temps, plus on descend, jusqu'à ici, donc 0,88, mais 10%, c'est atteindre cette cible-là. Donc en fait, la factorisation fait gagner un tas, et ensuite, on va travailler sur des améliorations de la factorisation, et à chaque fois, on va obtenir des modèles qui vont nous faire descendre. Notamment, ils ont pris en compte le temps, parce que plus on va dans le temps, plus on a tendance à choisir des films qui nous plaisent, donc plus on donne des meilleures notes. Et les films aussi sont notés un peu différemment, donc on peut mesurer la dynamique temporelle des films. Ça permet de corriger les prédictions et d'améliorer ces prédictions. Alors dans un dernier temps, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils arrivaient, ils ont décidé de se mettre ensemble. Et en fait, donc moi j'utilise une technique de factorisation A, moi j'utilise la technique de factorisation B, mettons-les ensemble, mélangeons tout ça de manière astucieuse pour obtenir une meilleure technique. Et ils sont aperçus qu'ils amélioraient les choses, et ils sont mis à 3 à 4. En fait, celui qui a gagné, il y avait près de 120 méthodes qui ont été mélangées ensemble pour arriver à prévoir les meilleures choses. Donc en fait, on a pris des techniques et on les a mélangées en créant quand même une espèce d'usine à gaz, mais une usine à gaz, $1 million, le jour où on veut la chandelle. Alors, comment ça marche ces histoires de factorisation? Regardons. Alors, voilà, moi mon monde c'est un monde de matrices, donc j'ai mes matrices ici d'utilisateurs film, et j'ai vu ou j'ai donné une note de 1 à un film, et ce qui va m'intéresser, c'est points d'interrogation. Ici, le gars il n'a pas vu le film, je voudrais savoir s'il l'a vu, c'est en fait donner son appétence, c'est-à-dire la probabilité qu'il a de voir ce film. Donc en fait, je vais essayer de mesurer l'appétence de l'utilisateur pour le produit, l'utilisateur du spectateur pour ce film. Est-ce que vous avez envie de le voir ou pas? C'est ça que veux arriver à mesurer. Et donc, je vais créer ici deux autres matrices, une matrice U et une matrice V, qui sont mes matrices qui vont représenter l'appétence. Alors, comment ça va fonctionner? Regardez par exemple les films, je vais avoir cette matrice V. On peut voir la première colonne, c'est le film, est-ce qu'il est d'aventure ou pas? Colonne 2, est-ce que c'est une romance ou pas? Colonne 3, est-ce que c'est une comédie musicale ou pas? Et donc, je vais créer des vecteurs dans lesquels je vais dire, voilà, Star Trek, c'est plutôt un film d'action, c'est pas un film de romance. Et donc, je vais pouvoir avoir un certain nombre de facteurs qui vont décrire mon film. Et pareil, je vais faire une chose pour l'utilisateur, le gars. Est-ce qu'il aime les films d'action? Est-ce qu'il aime les films de romance? Est-ce qu'il aime tel film? Et en mesurant la probabilité que vous aimiez tel film et la probabilité que le film soit ci ou ça, je vais pouvoir mesurer votre appétence pour le film. Mais tout le truc, c'est que vous dites, c'est bien ça, mais bon, comment je fais pour savoir que c'est l'action et le machin et le truc qu'il faut? Comment je fais pour mesurer? Eh bien, tout le truc, c'est d'essayer d'apprendre à partir des données les représentations et la classification. Ne pas le faire pour produire une classification pour le faire, mais pour justement minimiser un certain critère. Donc la modélisation, ça se refait pareil. On écrit l'équation du monde de la donnée, qui est l'observation, c'est l'information plus le bruit. Et je vais dire que cette information qui m'intéresse, c'est une fonction régulière. Et justement, elle va s'écrire comme étant la factorisation de ces deux choses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chercher mes facteurs ici, à travers le F-chapeau, qui minimisent un certain critère. Et donc, on revient. Définissons le critère qui m'intéresse, et moi, je vais chercher le meilleur modèle pour ce critère. Je ne vais pas définir a priori, je vais mettre mon intelligence dans la définition du critère, et c'est en minimisant ce critère sur mes données que je vais arriver à trouver la bonne représentation dans le sens, la représentation qui va me donner la meilleure estimation de l'appétence de quelqu'un pour un produit. Les leçons de Netflix. Donc, pour $1 million, les gens, ils ont fait des trucs trop spécifiques et trop usines à gaz. On ne peut pas les réutiliser comme c'est. En revanche, on sait que pour résoudre ce problème, il faut faire la factorisation. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais pareil, la factorisation, ça se fait par le calcul de valeur propre. Donc, c'est encore derrière les mêmes genres de techniques qu'il va y avoir. Donc, en revanche, on voit qu'il faut arriver à prendre en compte les spécificités des problèmes. Donc ici, prendre en compte le temps, prendre en compte la nature des problèmes de recommandation. Les pré-traitements, post-traitements sont super importants pour faire fonctionner correctement tout ça. Alors, derrière l'optimisation pour gérer les masses de données, il faut des optimisations un peu stochastiques, on verra, qui permettent de la flexibilité et le passage à l'échelle. Et donc, si on veut que ça marche bien, il faut trouver les bons usages de la recommandation. C'est ce que je vous dis, si j'ai une recommandation Sarenza qui ne m'intéresse pas, aucun intérêt, c'est contre-productif. Il faut que la recommandation, l'usage qui soit fait, soit bénéfique pour moi, que je puisse garder la maîtrise de mes informations, que ce soit plus une recommandation faite par les utilisateurs pour les utilisateurs que pour me forcer la main à acheter telle ou telle chose. Auquel cas, ça sera contre-productif de fait.
Alors, ces histoires de comparaison de sites, donc faire de la science un sport, bah, ont été énormément développées. Donc on a vu Netflix qui a proposé $1 million pour 2 ans. Mais en fait, donc j'ai repéré un site datascience.net dans lequel les grandes entreprises proposent des challenges où on peut se faire la main et gagner un peu de sous. Donc j'ai vu SNCF qui demandait des systèmes de prédiction de fréquentation des gares, ou GDF Suez qui proposait des modèles de consommation électrique business à business. Donc voilà. Et donc il y a le grand site qui s'appelle Kaggle, qui donc centralise l'ensemble des compétitions d'apprentissage en quelque sorte. Et donc parmi toutes ces compétitions, il y en a une qui a retenu mon attention, qui est en fait une compétition liée à la recherche en physique, où on va essayer d'analyser ou d'apprendre à partir des données issues des mesures de physique. En fait, j'y connais rien, à vrai dire, la physique. Mais c'est pour savoir si le boson de Higgs, il est là ou pas. C'est ce qu'on va chercher à faire à travers ce type de compétition. En tout cas, ce qui est intéressant avec un site comme Kaggle, c'est qu'on peut voir différentes compétitions, futures ou passées. Si on veut tester ses capacités à être un bon machine learner, mais passé, là, il va y avoir un intérêt, c'est qu'on va pouvoir regarder les algorithmes qui marchent bien. Parce que ce qui va nous intéresser aussi, c'est de savoir, dans cette affaire, qu'est-ce qui marche bien. En tout cas, dans tous ces systèmes, il sera plus facile d'apprendre les mathématiques que de s'en passer. À un moment ou un autre, il va falloir faire face aux problèmes pour de vrai et se confronter à la réalité et donc collaborer avec des gens, ils savent. En Normandie, il y a donc près de 200 personnes qui font de la recherche et de l'enseignement dans les domaines de l'informatique, presque autant en maths. Donc il y a des compétences, rien qu'ici. Donc voilà, il faut tisser des liens, arriver à mettre en correspondance les choses, faire des thèses, développer de la connaissance pour faire avancer tout ça. Alors, je parlais d'algorithmes, donc quels sont les principaux algorithmes d'apprentissage? Rentrons dans le dur du sujet. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un bon algorithme d'apprentissage? Donc ce qu'on veut, c'est qu'il ait des bonnes performances, ce qu'on appelle la généralisation, qui marche bien sur des données futures, qui soit générique, qui marche bien sur tous les problèmes possibles, et qu'aujourd'hui il soit capable de passer à l'échelle, qui est une bonne passage à l'échelle. Donc ces problèmes ont donné lieu à des études théoriques fondamentales qui sont très importantes, et donc il y a deux vedettes en quelque sorte, ou pères fondateurs de la théorie dans le domaine, donc Vladimir Vapnik, qui a développé la théorie statistique de l'apprentissage et une méthode très populaire qui est les SVM, et Leslie Wyand, qui était plutôt informaticien, qui a revisité le problème au niveau d'informatique et qui a proposé des techniques qui s'appellent PAC, donc probablement à peu près correctes. Donc tout ça pour dire qu'en apprentissage, il y a de la théorie, c'est important et c'est fondamental pour comprendre ce qui peut se passer derrière. Donc voilà, tout ça nous remet pour voir un peu ce qui marche, il faut regarder un peu l'histoire. Donc j'ai parlé un peu du début. Donc le début, c'est qu'on commence à formaliser la logique dans les années 40. Et puis dans les années 50, il y a les premières promesses de l'informatique. Et donc avec le test de Turing, savoir si une machine arrivera à duper un homme, à se faire passer pour un homme. Donc récemment, il y a des machines qui ont plus ou moins réussi le test de Turing. Donc elles se fait passer par un jeune Ukrainien de 13 ans. Et elles ont réussi à tromper un tiers d'une assistance, qui semble-t-il était plus ou moins la limite de Turing. Mais enfin bon, c'est controversé, donc c'est pas très clair. On va dire que bon, il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Mais c'est vrai que dans les années 60, les gens prévoyaient que d'ici une génération, on pourrait créer de l'intelligence artificielle, et que bon, on en est 2 générations après, et qu'on n'a toujours pas réussi à résoudre le problème. Les questions sont difficiles et sont fondamentales, et c'est compliqué. Alors, donc on a essayé d'attaquer ces systèmes par différentes approches. Donc le perceptron dans les années 60, c'est une première tentative statistique d'aborder le problème. Mais ce qui a été montré, c'est que cette statistique, elle était linéaire et que si on voulait faire des choses, il faut passer plutôt dans le côté non linéaire. Donc il y a des limites. Dans les années 70, on a essayé système expert, des ontologies, à faire des choses par logique. Et là encore, tout ça a amené, dans les années 80, ce qu'on parle de l'hiver de l'intelligence artificielle, on dit bah, tout ça, ça ne marche pas, quoi, en fait. Ça a bloqué les choses. Mais en même temps, en fait, au milieu des années 80, sont revenus les réseaux de neurones où on a fait du perceptron non linéaire. Et donc, ce genre de technologie s'est développé. Et ce genre de technologie arrivé à maturité aujourd'hui, donc par rapport à 85, 95, 2005, presque 30 ans, 20, 30 ans après, c'est ce qui permet de faire fonctionner correctement les techniques de reconnaissance de caractère ou les techniques de reconnaissance de voix ou de traduction. Donc les systèmes de traduction qui existent aujourd'hui, où Microsoft vous propose à travers Skype
de vous parler en français à un anglais, et ça lui est traduit en anglais, l'anglais vous parle en anglais, et c'est traduit en français en temps réel. Donc je n'ai pas testé le système, j'ai vu juste une démo, impressionnante, bon, comme toutes les démos. Donc, dans les années 90, donc arrivent de nouvelles générations de méthodes, notamment les SVM, les machines à vecteurs support, très populaires dans le domaine, et en fait se développe la théorie à travers COLT. COLT, c'est Computational Learning Theory, donc c'est les questions théoriques qui sont développées. Et dans les 2000, on voit des nouvelles applications. Donc voilà, Google, c'est un peu précédent, on a vu de fin des années 90. Donc Amazon avec système de recommandation. Donc le filtrage de spam que vous avez tous sur vos machines qui marche par des techniques d'apprentissage, techniques de reconnaissance de caractère, de la parole, jusqu'à des traductions aujourd'hui, donc Google qui marche bien. Et puis donc, maintenant on arrive à l'ère des big data et des joueurs de Go. Donc j'ai remis mon ami Rémi Coulon, Crazy Stone, qui bat ici les grands maîtres au Go. Donc ce qui est intéressant dans le joueur de Go, c'est les technologies utilisées. Donc c'est des technologies où on va, en fait, il va jouer plein de parties aléatoires et il va sélectionner les bonnes parties à jouer pour justement avoir une bonne estimation de la probabilité de gagner si je fais tel coup. Et c'est ça qu'il veut. Et à partir du moment où on a la probabilité de gagner en faisant tel coup, on fait le coup qui nous donne la plus grande probabilité de gagner. Donc le truc, c'est comment arriver à estimer un maximum d'informations dans le futur, arriver à jouer tout ça, donc par simulation. Voilà. Donc, les algorithmes, donc on demande à Google et il nous dit, voilà, il y a un bouquin qui dit les 10 algorithmes qu'il faut connaître. Et effectivement, quand on en fait la liste, c'est des algorithmes qui sont assez intéressants. Donc, parce que si on va sur Kaggle et qu'on regarde quels sont les algorithmes qui gagnent les compétitions, les algorithmes qui gagnent les compétitions, ils sont là-dedans. Et donc, par rapport à un problème, bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un ou plusieurs algorithmes là-dedans, on les essaye, puis on va les combiner, ou s'il y en a un qui est vraiment meilleur que les autres, on va prendre celui qui est meilleur que les autres. Donc ces algorithmes, c'est les arbres de décision. Donc, construire un arbre, c'est dire est-ce que je fais ci ou ça à un moment en fonction d'un critère. Donc c'est des techniques automatiques de construction de ces arbres. Donc les méthodes à vecteur support, donc ces méthodes, c'est des méthodes qui vont essayer de concentrer sur les problèmes difficiles à résoudre. Voilà. Donc si on veut séparer donc les gens qui sont au-dessus ou en dessous d'une certaine barre. Donc ce qu'il faut, c'est se concentrer sur les cas difficiles qui sont proches de la limite. Donc c'est ce que fait cette méthode, elle se concentre sur les problèmes difficiles pour arriver à séparer correctement les choses. Donc après, il y a les méthodes de boosting, donc un algorithme issu de la théorie de l'apprentissage, c'est intéressant. Donc les cas PPV, c'est les cas plus proches voisins, qui se ressemblent, s'assemblent. J'ai une nouvelle situation, je veux savoir ce que c'est. Je regarde parmi toutes les situations que j'ai dans ma base de données, celle qui ressemble le plus à la situation d'aujourd'hui, et je dis, voilà, si c'est celle-là, les choses vont se passer pareil qu'à l'époque. Donc après, il y a toutes les techniques probabilistes, donc avec les cas moyennes. Donc évidemment, pour Google, l'algorithme PageRank. Et donc, ce qui est marrant, parce que dans le bouquin, et dans pas mal de techniques, les techniques donc, de réseaux de neurones et réseaux profonds, elles sont omises. Et en fait, il y a deux grandes familles de méthodes qui s'opposent, toutes les méthodes probabilistes, statistiques, et en fait les approches de réseaux profonds. Donc, donc dans certaines applications, donc notamment j'ai parlé de la parole ou de la reconnaissance des caractères, c'est ce genre d'applications qui donnent des bons résultats, et récemment aussi, donc, ils ont eu des résultats tout à fait étonnants dans des domaines connexes et surprenants. Donc ces réseaux d'architecture profonde sont très importantes. Ce qu'on peut citer, c'est qu'un des pères de ce genre de technique, qui est un Français, Yann Lequin, qui travaillait donc aux États-Unis, à New York, a été embauché par Facebook et il est maintenant directeur de la recherche chez Facebook. Donc Facebook a fait le choix de ces technologies pour faire l'apprentissage qu'il y aurait à l'intérieur de Facebook. Donc, alors pareil, on peut regarder au cours du temps une mesure de popularité. Donc je ne sais pas comment elle a été mesurée, ils ont dit subjective popularité. Et donc, ça nous permet de repositionner les différentes machines. Donc, on voit les perceptrons qui ont commencé, donc qui ont terminé ici parce qu'elles ont été tuées en quelque sorte par un article qui a dit que c'était linéaire. Mais en fait, ça a continué d'une certaine manière. Donc, les réseaux de neurones qui ont commencé à être populaires, qui ont vu leur populaire grimper, puis après, ça a redescendu et hop, qui est reparti parce qu'il y a eu des bons résultats. Et d'autres méthodes, donc ici, les méthodes bayésiennes, on retrouve les arbres de décision. Et tout là-haut, les SVM. Alors moi, je fais mes recherches dans le domaine des SVM et des machines à noyau. Alors je suis content parce que
ils disent que c'est une bonne méthode, que c'est assez intéressant. Bon, de fait, c'est une méthode qui ne marche pas trop mal sur pas mal de problèmes, spécifiques d'apprentissage supervisé plutôt classification. Mais encore, c'est une classe de méthode. Donc, pour avoir le futur et un petit peu de ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est de regarder que donc j'ai retrouvé ces courbes donc, chez Gartner qui regardent un peu les technologies qui sont à la mode. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'ici, on retrouve les techniques de reconnaissance de la parole. Donc, d'après eux, dans moins de 2 ans, les techniques de reconnaissance de la parole seront massivement utilisées. Donc, on commence à les voir apparaître dans les pubs. Donc, moi, je suis moins convaincu. Mais on retrouve ici donc les big data, les mégadonnées. Ici, la science des données, data science, et puis donc de manière plus problématique, d'autres techniques. Voilà. Donc ça, c'est une mesure de la mode en fait, des différentes technologies vues en 2014. Donc je me suis dit que pour avoir la pertinence de telles choses, ce qu'il faut, c'est regarder ce qu'ils avaient dit en 2000. Parce qu'en 2000, ils avaient fait la même chose. Donc là, on retrouve un peu ce qu'ils avaient... Voilà. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on retrouve ici le speak recognition dans un truc qui disent, en 2000, ils disaient, ah ouais, d'ici 5 ans, ça sera mûr, quoi. Donc là, on le retrouve là-bas au bout, speech recognition, ah, d'ici 2 ans, ça sera mûr. Donc la maturation s'est ralentie, il y a une distorsion spatio-temporelle. Mais bon, voilà, il y a eu des trucs, ils n'étaient pas forcément... ils avaient prévu que le Bluetooth, ça marcherait bien, ils ne sont peut-être pas forcément trompés, ou le Wi-Fi, en gros, c'est ça, dans les années 2000. Il y avait Java aussi dans le truc, non? Voilà, donc bon, bref, les prédictions sont dures, surtout en ce qui concerne le futur, comme je dis toujours. Voilà. Alors, si on fait la somme de ces algorithmes, qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon importante? Donc, ce qui est important, c'est que ces algorithmes aient la capacité de passer à l'échelle et traitent de nombreuses, des masses de données très importantes. Et en fait, il y a 2 armes du crime pour arriver à traiter ces masses de données. Ces 2 armes, c'est la parcimonie et la randomisation. Donc la randomisation, c'est le truc facile à comprendre. Au lieu de traiter tout le monde en même temps, je tire quelques gars au hasard et je règle mon problème sur ces quelques gars au hasard. Puis comme je sais que c'est pas bien, j'en retire quelques autres au hasard, puis puis je retire quelques autres, puis je le fais plein de fois, ou je parallélise sur le cloud. Enfin, je fais par la masse, j'arrive à traiter la difficulté du problème. Ça, c'est la randomisation, principe assez simple. La parcimonie, c'est plus difficile à comprendre. J'ai essayé d'illustrer ça par un problème de reconnaissance de visage. Si je reconnais quelqu'un, ben, je vais gérer en fait une base de données où il y a plein de visages types. Mais ces visages types, je vais avoir des milliers, des millions. Donc, tous ces visages types, je ne vais pas pouvoir les gérer. Ce que je voudrais savoir, c'est parmi ces visages types, quels sont ceux qui sont pertinents pour la tâche que j'ai besoin de faire. Donc, j'ai besoin de sélectionner parmi une base de données immense les quelques visages qui sont importants pour la tâche que j'ai à faire. Donc, ça, c'est sélectionner des visages, des exemples parmi une masse d'exemples. C'est induire de la parcimonie. C'est sélectionner les bons exemples. Mais parmi ces exemples, je ne veux pas regarder toute l'image. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le nez, ou de regarder la bouche, ou de regarder les yeux. Et en fait, je veux faire des capteurs qui vont regarder, un va regarder les yeux, l'autre va regarder la bouche, l'autre va regarder les pommettes. Et donc, je ne vais pas regarder la totalité de l'image, la totalité de mes variables, mais je vais me focaliser sur certains bouts de l'image. Et je vais être aussi parcimonieux en variables. Résoudre un problème efficacement, c'est sélectionner les bons exemples et sélectionner les bonnes variables. Et le but de l'apprentissage statistique, c'est de faire cette tâche de sélection des bons exemples et des bonnes variables de manière automatique. Le but, ça ne veut pas dire qu'on y réussit, mais on y travaille et dans certains cas, on peut y réussir. Alors, pour faire tout ça, on a besoin d'outils qui marchent bien. Donc, j'ai fait outils, machine learning, machin, je suis tombé là-dessus. J'ai dit, oh là là, c'est pas bon ça, j'y comprends rien. Donc j'ai regardé une autre étude récemment, et donc où on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils utilisent comme outils. Et donc ils utilisent des outils, alors ils ont dit, ils utilisent SQL, voilà, il y a l'histoire de base de données, bon ça c'est pas mon boulot à moi, mais il y a des gens qui font un truc qui s'appelle R, qui est un logiciel statistique, et en fait les gens utilisent plein d'outils en même temps, de nature très différente. Par exemple, il y a des gens qui font Excel pour résoudre des problèmes de big data, ce qui est surprenant. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un cluster des gens qui travaillent ensemble, et donc de manière surprenante, alors là, je me demande s'il n'y a pas d'a priori dans la manière de traiter les choses. Il y a le cluster des gens qui font du Windows, en bleu, le cluster des gens qui font du Mac, en rouge, et en jaune, c'est des gens qui font Linux, quoi. Et donc, les outils sont différents. Et en fait, dans l'étude, ils ont dit, après, on peut regarder combien ils sont payés, les gars. Et donc, alors, sur les outils, les bleus étaient moins bien payés,
Mais en fait, dans les bleus, il y a des gens qui utilisent moins d'outils, mais parce qu'ils sont à des postes supérieurs. Et donc, tout ça est un peu biaisé. Voilà, donc je me suis dit, bon, le mieux à faire, c'est que je fasse moi-même ce que je connais. Et donc, voilà la petite synthèse que je vous propose. Donc, alors, d'où je parle? Moi, je suis MATLAB. Hein. Je ne développe qu'en MATLAB, je ne fais que du MATLAB. Donc, je dis à mes étudiants, moi, je fais du fast and furious and dirty programming en MATLAB. C'est horrible. Mais pourquoi je fais ça? Parce que je pense que la phase d'interaction avec les données, comprendre ce que j'ai, comment interagir, elle est fondamentale. Donc, je cherche un outil qui va me permettre de faire cette interaction, de visualiser mes données, de les importer, de jouer avec mes données, qui est très important. Alors, si je regarde sur le marché les autres logiciels qui permettent de faire ça, donc indubitablement R, c'est un logiciel qui permet de le faire. Donc, il a l'avantage sur MATLAB d'être open source, ça c'est clair. Mais il y a de nouveaux environnements en Python, j'ai vu, qui arrivaient à le faire, notamment SciPy, donc un logiciel français, donc très bien, pour faire tout ça, que j'ai réussi à tester. Donc Weka, c'est aussi un environnement qui permet de faire pas mal de développement, donc qui est assez intéressant. Mais il y a d'autres outils. Alors par exemple, j'ai vu, là que j'ai mis un peu un outil qui s'appelle Orange. Donc on va programmer les choses par des petites boîtes. Donc ça c'est très bien, mais ce n'est pas pour moi, parce que ça peut être bien pour mettre en œuvre des choses, mais ce qui me paraît important, moi, c'est les interactions, la discussion que je vais pouvoir avoir avec mes données, donc au niveau de ces interactions. Et voilà, alors aussi, maintenant, on peut avoir des services d'apprentissage, donc dans la production. Donc j'ai des étudiants qui ont testé la Google API. Donc la seule chose qu'on puisse dire pour l'instant, c'est que ça coûte cher. Bon, voilà. Alors en revanche, oui, donc j'ai regardé pareil sur les logiciels, et moi je me suis permis de rajouter un truc qu'on ne voit pas souvent, qui est le logiciel Torch, qui est si on veut faire des deep neural networks, des architectures à réseau profond, c'est les méthodes qui marchent bien pour faire ça. Donc chez Facebook, ils ont sans doute intégré ce genre de choses, c'est là-dessus qu'ils vont commencer à développer leur système et leurs services propres. Voilà, donc, since my time is finished, juste pour conclure, donc dire que bon, les prédictions sont compliquées, surtout à partir du futur. Donc la science des données, ça arrive à maturité aujourd'hui grâce aux applications, mais ça nécessite des chaînes de traitement compliquées. Donc on a des développements pour produire des outils d'apprentissage qui fonctionnent, qui sont prêts à utiliser, qui permettent le passage à l'échelle. C'est les limites de la recherche aujourd'hui. Donc les nouveaux algorithmes, il faut qu'ils prennent de l'optimisation de plus en plus complexe sur les métadonnées et sur des problèmes non convexes. Il faut les rendre dynamiques, prendre des intersections et arriver à apprendre. Mais l'enjeu principal de tout ça, c'est la théorie de l'information, c'est arriver à comprendre la nature de l'information, arriver à passer à un nouvel état de compréhension de l'information. Aujourd'hui, on est sous le règne de Shannon et on comprend l'information que par ces mesures de Shannon. Mais derrière l'information, il y a bien d'autres choses. Et c'est la compréhension de cette nature profonde de l'information qui nous permettra de comprendre la nature de l'apprentissage et avoir des machines qui nous rendront mieux service dans le futur. Voilà. Merci.